Le Forum des projets urbains Paris à la porte Maillot et au Palais des Congrès continue. J'ai le plaisir de recevoir David Abrias. Vous êtes le directeur général de Cardam. Bienvenue à ce forum. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Présentez-nous, on va parler un petit peu d'un sujet qui est quand même dans l'air du temps et qui, je crois, vous tenait à cœur, c'est le zéro artificialisation net, ZAN. Vaste sujet, oui. Mais avant tout, présentez-nous un petit peu Cardam sur ce groupe indépendant assez multimétier, je crois. Oui, tout à fait. Donc Cardam, rapidement, c'est un groupe, vous l'avez dit, indépendant qui intervient sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier, depuis le conseil amont, via l'architecture d'intérieur, l'ingénierie et jusqu'au digital. Donc nous on travaille, on est à peu près 400 en France et une petite poignée à l'étranger et on travaille sur la ville à différentes échelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est ravis d'être au Forum des projets urbains. Et donc, sur ce sujet du ZAN, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Comment est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant qu'acteur de la ville, comment est-ce que vous participez à on va dire à cet effort, ou en tout cas, quelles sont vos réflexions sur ce sujet-là? Alors c'est un sujet vaste et extrêmement intéressant qui n'est pas nouveau, parce que ça fait quand même de nombreuses années que ce sujet de limiter le recours à cette ressource naturelle et non illimitée qu'est le foncier nous taraude évidemment. C'est apparu dans les années 80, ça a été introduit dans le code de l'urbanisme, ça fait déjà plus d'une quarantaine d'années. C'est réapparu progressivement dans la loi montagne, la loi littoral, Grenelle 1, 2, etc., etc. Et là, on y est aujourd'hui sur ce concept de zéro artificialisation nette, qui est d'actualité, puisque il y a eu un communiqué de l'Association des maires de France la semaine dernière sur ce thème qui demande de repousser l'échéance. Et ça suscite un certain nombre de polémiques. Je crois que c'est intéressant de rentrer polémiques et de crispation, beaucoup. Et de crispation, bien sûr. Alors, déjà parce qu'on ne sait pas forcément exactement de quoi on parle. Cette notion d'artificialisation, elle est toujours débattue. Est-ce qu'un champ dans la Beauce de monoculture, est-ce que c'est une terre naturelle ou est-ce que c'est une terre artificielle? Bon, il y a plein de débats autour de ça. Toujours est-il que ça va amener les collectivités locales à faire des choix et à faire sans doute des virages beaucoup plus radicaux en termes d'approche urbaine et notamment de reconstruction de la ville sur elle-même. Et c'est là bien sûr que ça nous intéresse en premier chef. Et là j'ai ma casquette de directeur de l'architecture chez Cardam, qui est le métier bien sûr qui se confronte à cette question au quotidien. D'accord. Et de quelle manière est-ce que ça se traduit dans votre activité? Alors, Est-ce que vous avez déjà, par exemple, au cours de certains projets, des velléités de la part de municipalités, d'aménageurs, de vous dire faites attention, ou de travail, en tout cas, autour de cette question-là? Bien sûr, mais le premier sujet, c'est la quête de la densité. La réponse qu'on a à cette limitation de l'artificialisation, c'est la recherche de la densité dans les villes. Ce qui pose évidemment une injonction contradictoire à tous les élus qui essaient de ménager le bien-être et de prendre en compte la vie de leurs habitants. Et tout le monde préférerait voir la densité s'installer ailleurs que dans son jardin. Et on est dans un pays où on a une culture de l'idéal de l'habitation dans la banlieue périurbaine pavillonnaire. Et on a eu des déclarations de la maison individuelle. Et on a eu quelques déclarations fracassantes. Et on sait que la maison du gouvernement qui nous dit que ça, il va falloir passer à autre chose. Oui, et c'est tout à fait contradictoire, puisque cette idée de maison individuelle, qui est la maison finalement idéale française, c'est finalement la solution la pire la plus artificialisante, excusez-moi de cette espèce de barbarisme. Ouais, ça va pas être facile de tourner autour de ce mot qui est compliqué en plus très compliqué à prononcer. C'est sûr que l'habitat, c'est quasiment la moitié de l'artificialisation, en plus des grandes infrastructures de transport. Donc c'est le premier sujet auquel il faut s'attaquer. Il y a plein de façons de le faire. Alors, en réinventant l'habitat d'une certaine mesure. Il y a eu beaucoup d'attentes qui ont émergé de la crise du Covid sur des besoins d'extérieur, d'espace. Donc il va falloir essayer de concilier ça. On en parlait d'ailleurs ce matin avec le rapport Girometti-Leclerc sur la qualité de logement. Oui, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, il va falloir essayer de résoudre cette équation. Comment est-ce que dans moins d'espace, on arrive à créer du logement de qualité? Mais il y a des solutions pour ça.
qui vont passer par essayer de s'attaquer aux sources de nuisances qui font que le vivre ensemble dans un immeuble collectif est compliqué. Donc il y a des solutions. Et je crois beaucoup à la mutualisation d'espaces qui viennent créer de la valeur. C'est-à-dire qu'on a tous envie d'avoir des extérieurs, on a envie de recevoir ses amis, on a envie de pouvoir faire des choses qui peuvent s'accueillir dans des infrastructures qui sont partagées. Et il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours sur ces thèmes-là. Avec une animation aussi, je suppose, derrière. Ça impose aussi une certaine animation. Oui, avec une animation, mais pour pouvoir arriver à faire ça, il faut faire évoluer un peu les esprits et il faut faire accepter cette densité. Et je crois que c'est vraiment le pari que beaucoup de grandes métropoles aujourd'hui sont en train d'affronter. Nous, on a un exemple, on a travaillé sur le premier IGH du centre de Toulouse, la Tour Occitanie. J'allais vous parler de la grande hauteur, justement. Voilà, donc c'est un projet qui est en cours. Aujourd'hui, pour vous, c'est une solution, la verticalité ? C'est la seule solution. Physiquement parlant, il y a un moment où il va falloir attaquer la verticalité et on n'a pas peur de cette verticalité. Il y a des façons là aussi de rendre cette verticalité désirable, par la qualité du bâti, par aussi un jeu de restitution d'espace public qui viendrait compenser cette verticalité. Donc ça, je pense, c'est acceptable, mais il y a un vrai travail de communication autour de ça. Et je crois que le sujet de la densité, où il y a un très grand consensus des acteurs de l'immobilier, le monde politique se rend bien compte que c'est une solution, tous les acteurs, promoteurs, etc. vont dans ce sens-là. Il y a juste un grand absent de cette réflexion qui sont les usagers. Aujourd'hui, quelqu'un qui habite dans une tour de 30 étages, il n'a pas particulièrement d'avantage par rapport à quelqu'un qui est dans un R+2. Donc je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener sur comment est-ce qu'on partage aussi les gains autour de ça. On peut imaginer des systèmes de taxation différentes, peut-être des loyers différents. Voilà, il y a une réflexion de fond autour de ces problèmes et je crois que dans ces périodes préélectorales, c'est important de porter ce message qu'il ne faut pas essayer d'apporter des réponses à l'immobilier de demain avec les solutions qu'on a d'hier. Les solutions d'hier, oui, c'est un peu de bateau de dire ça, mais je crois qu'il y a vraiment une refonte des cadres de la réglementation urbaine, des cadres juridiques, des structures de portage qui vont être capables de venir porter cette densité et cette mixité aujourd'hui. Si vous voulez empiler des étages avec des fonctions différentes, c'est pas si simple techniquement. Mais la technique, on sait la résoudre. L'équation, elle n'est pas simple économiquement, mais ça, il peut y avoir une volonté politique, et elle n'est pas simple juridiquement non plus, parce qu'on a des exploitants aujourd'hui, des experts de ces métiers-là, qui sont dans des cases très, très cloisonnées, qui ont du mal à communiquer. Donc je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à réinventer autour de ça, et il faut le faire vite, parce que les maires de France ont raison. Venir tirer des plans sur la comète, sur la réduction par 2 de l'artificialisation d'ici 2030, ça va demander quand même beaucoup de réflexion, et pour ça, il faut qu'on ait un cadre qui soit précis et des outils qui vont nous permettre de le faire. Donc voilà, c'est une démarche qui est vaste, qui apporte beaucoup de solutions. On n'a pas parlé des entrées de ville. Je crois qu'en France, on a un très très gros enjeu sur les entrées de ville. C'est aussi une partie qui a été historiquement très artificialisée et très on va dire ghettoisée vers la zone industrielle, très zone artisanale, agricole. Et très maltraitée d'un point de vue social, d'un point de vue architectural, d'un point de vue urbain. Donc c'est une opportunité aussi d'aller reconquérir ces zones-là. Nous, on a beaucoup travaillé sur des centres commerciaux qui ont essayé de se reconstruire déjà sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup réfléchi pour venir... Cette dimension commerciale ou justement en changeant d'affectation? Dans un premier temps, la première génération de cette réflexion, c'était en gardant la dimension commerciale. La question, c'est comment est-ce que sur une même emprise, on arrive à agrandir les galeries. Donc on a créé des nappes de parking en superstructure pour venir gagner de la surface sur les parkings déjà artificialisés. C'est des choses qui ont été engagées. Et aujourd'hui, on a beaucoup de réflexions avec des municipalités sur comment est-ce qu'on vient réurbaniser ces zones-là. Je crois qu'on est vraiment sur un paradigme totalement différent. La ville du quart d'heure, dont on parle beaucoup, cette ville du quart d'heure, elle existe tous les quarts d'heure. Donc ça veut dire qu'il va falloir la réinventer dans les centres-villes, dans les périphéries, dans toutes ces zones intermédiaires. Et il y a, je pense, énormément d'opportunités de rattraper aussi des erreurs urbaines du passé. Aujourd'hui, un étranger qui traverse la France, qui vient voir ces petits villages, qui avant d'arriver dans un cœur de village sympathique, traverse une zone urbaine, industrielle, remplie de boîtes à chaussures en bardage simple beau. Voilà, il y a moyen de traiter ça de façon plus agréable. Et accueillante. Plus accueillante et puis plus performante. Plus performante. On est toujours sur des bâtiments de plain-pied. Il y a des réservoirs de surface qui sont énormes. D'accord. Alors,
Voilà, là, l'équation maintenant, elle est, comme je vous le disais, politique, juridique et économique. C'est le cas par exemple actuellement sur la transformation des bureaux en logement. Mhm. Transformer des bureaux en logement, architecturalement, on sait le faire. La question elle est économique, hein, c'est Tout à comment fait. est-ce que on passe de l'un à l'autre, comment est-ce qu'on valorise des surfaces communes qui sont louées dans du bureau et qui ne le sont pas dans du Mhm. logement. Voilà, donc il y a des solutions derrière tout ça. Et je crois qu'il y a un vrai sujet politique qui mérite d'être débattu, qui doit être débattu D'accord. de façon urgente. Ben, je vous remercie en tout cas, David Abriès, pour votre témoignage et à très bientôt, peut-être pour un autre forum des projets urbains. Avec plaisir. Merci Merci. Jean-Baptiste, à bientôt.